Koweït City, des Américains et des Britanniques arrêtés par l'armée irakienne. La crise affole les places financières, le prix du baril s'envole. Au Pakistan, le Parlement est dissous, l'armée s'empare de la télévision. Benazir Bhutto est au cœur de la tourmente. Résultat de l'autopsie, le petit Rachid a été violé puis asphyxié et Chirol est sous le choc. 3 médailles au championnat du monde, arrivée triomphale de l'équipe française d'équitation à Paris, invité du 19-20, Éric Navet, champion du monde du saut d'obstacle. Bonsoir, le ton monte entre Bagdad et l'Occident. Conséquence, les marchés financiers s'affolent. On parle de mini-crack et le prix du baril grimpe de jour en jour pour atteindre ce soir 27 $. Plus inquiétant encore, le bras de fer entre Saddam Hussein, les États-Unis et la Grande-Bretagne prend ce soir un tour très alarmant. Les forces irakiennes ont en effet arrêté aujourd'hui à Koweït City des citoyens américains, britanniques et on vient de l'apprendre ouest-allemands pour les emmener à Bagdad. Tout de suite, la correspondance d'Alain Ménargue, envoyé spécial à Abu Dhabi. Les troupes irakiennes ont arrêté les 366 passagers d'un 747 de la British Airways bloqué depuis jeudi par les combats et qui avaient été répartis dans les complexes balnéaires SAS et dans l'hôtel de l'aérogare. Ces passagers ont été embarqués dans des autobus qui ont pris la direction de l'Irak. Déjà, le week-end dernier, 34 conseillers militaires britanniques avaient subi le même sort et se trouveraient actuellement dans un hôtel à Bagdad. Bien que le couvre-feu ait été partiellement levé et qu'un ordre de reprise du travail ait été donné aux employés des services essentiels comme l'eau, l'électricité, les boulangeries, les hôpitaux et les communications, les rues sont restées vides. Le téléphone urbain est toujours coupé. Les habitants de Koweït City, enfermés chez eux, n'ont que les radios étrangères pour savoir ce qui se passe dans l'émirat. Selon des témoins oculaires, tous les palais des membres de la famille royale ont été pillés et les butins dirigés vers l'Irak. La banque centrale a été entièrement vidée, ce qui a transformé en quelques heures le dinar koweïtien en un billet de Monopoly, rendu inutile les cartes de crédit émises au Koweït et rayé l'émirat de la carte du monde financier et économique. Abu Dhabi, Alain Ménargue, France Info pour FR3. Et on vient de l'apprendre, la France a pris des mesures de protection pour ses ressortissants installés au Koweït. L'arrestation des citoyens américains, britanniques et ouest-allemands, c'est la réponse très dangereuse de Saddam Hussein au front commun occidental. Les États-Unis, la CE, le Japon et bientôt sûrement l'ONU ont entamé un processus de rétorsion économique et d'embargo pétrolier. L'Occident condamne bien sûr l'attitude irakienne, mais tente surtout ce soir d'isoler celui que l'on appelle le bourreau de Bagdad, Philippe Pister. Plus le ton monte sur le terrain, plus le golfe Persique se remplit. Accroissement des forces navales américaines et soviétiques, présence de 2 frégates britanniques côté français, la frégate Duplex part rejoindre les 2 avisos de la Marine nationale déjà sur place. La diplomatie occidentale n'est pas en reste. Réunion extraordinaire du Conseil de l'OTAN à Bruxelles ce matin, suivie d'une réunion de ce comité politique. Unanimité des alliés pour soutenir les sanctions contre l'Irak, arrêtées samedi à Rome par les 12, et sur la nécessité de revenir, je cite, à la situation antérieure. L'hypothèse d'une intervention militaire n'aurait pas été évoquée. Ce soir, Manfred Werner, le secrétaire général de l'OTAN, doit partir pour Washington, rencontrer George Bush. Un président américain qui n'a pas mâché ses mots hier soir, qualifiant les Irakiens de menteurs, de hors-la-loi internationaux et de renégats. Pour George Bush, toutes les options demeurent ouvertes vis-à-vis de l'Irak. Le président américain s'est également dit irrité par les atermoiements des pays arabes. D'où peut-être l'arrivée aujourd'hui en Arabie Saoudite de Dick Cheney, le secrétaire américain à la Défense. Autre pays clé dans le conflit, la Turquie, qui devrait recevoir la visite mercredi ou jeudi du secrétaire d'État James Baker. Aux menaces internationales, le régime de Saddam Hussein répond par la menace. Ainsi, son ambassadeur à Paris s'en est pris violemment ce matin à la position de la France, déclarant qu'elle nuisait considérablement aux intérêts français en Irak. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies siège. Cette nuit, une large majorité devrait se dégager pour voter les sanctions économiques et militaires requises par les Américains contre l'Irak. L'Occident, on vient de le voir, fait front face au président irakien. Rien de tel en revanche dans les pays arabes où les réactions sont toujours divergentes 5 jours après le début du conflit. Sylvie Levet. Face à un monde occidental uni, les pays arabes dévoilent au grand jour leur division. De preuves, le nouveau report s'inédié du mini-sommet arabe initialement prévu à Jeddah en Arabie Saoudite, et puis surtout tous ces ballets diplomatiques qui n'en finissent plus entre des capitales décidément impuissantes à résoudre seules la crise du Golfe. Avec en tête du défilé Yasser Arafat, le chef de l'OLP, désormais considéré comme l'un des meilleurs médiateurs auprès du tout-puissant Saddam Hussein que l'on voit ici en visite à Bagdad.
Faut-il rappeler qu'il fut l'un des rares, lors du sommet de la Ligue arabe réuni au Caire la semaine dernière, à refuser de voter une sanction contre l'envahisseur irakien. L'autre exception qui sert aussi de nouveau médiateur, le roi Hussein de Jordanie. Il recevait tout à l'heure l'émissaire de Bagdad après s'être entretenu par téléphone avec plusieurs chefs d'État arabes. Idem pour le président du Yémen, ici en compagnie d'une délégation irakienne. À l'opposé, celui qui la semaine dernière encore servait de médiateur entre le Koweït et l'Irak, le président égyptien Hosni Moubarak semble désormais adopter un profil bas depuis son vote de sanctions contre l'Irak. Idem pour le roi Fahd d'Arabie Saoudite, ici en présence des membres du gouvernement koweïtien exilés sur son territoire. Un monde arabe qui refuse donc en bloc toute ingérence étrangère, mais qui tourne en rond dans ses divergences. Conséquence de cette très grande nervosité dans le golfe Persique, des manœuvres militaires, on l'a vu, mais surtout un effondrement des marchés financiers. Paris, Londres, New York, Tokyo, Madrid et Francfort ont chuté ce soir de 3 à 7%. L'ombre du krach financier n'est pas loin. Marie-Claire Thiers. À Paris, ce fut la séance la plus noire depuis le mini-krach de l'automne 89. Après une chute de 7%, l'indice CAC 40 clôturait à moins 5,12%. À Londres, la baisse fut moins importante. L'indice Tutsi perdait 2,8%. Moins 5,4% à Francfort, où le dollar a atteint son niveau historiquement le plus bas, à 1 Deutschmark 57. Les cambistes restent pessimistes. Moins 4,9% à Milan, ce fut la panique. Il a fallu retarder la clôture en raison de l'afflux des ventes. Les bourses européennes ont suivi le mouvement de baisse des places financières asiatiques. Moins 7,4% à Hong Kong. Et à Tokyo, l'indice Nikkei cédait plus de 3%. Enfin, à New York, dure journée à Wall Street, où l'activité est frénétique. La chute des bourses étrangères a accentué une vague de ventes. Le Dow Jones est en recul de près de 100 points actuellement. Les spécialistes envisagent le scénario de la stagflation, à savoir l'inflation dans une économie en pleine récession. Enfin, autre conséquence économique, le prix du baril qui n'arrête pas de grimper. Il était à 17 $ il y a 15 jours. Il atteint aujourd'hui les 27 $ le baril. Risque-t-on un nouveau choc pétrolier comme en 1973? Réponse et explication avec Bernard Ségara. Paradoxe, c'est surtout la peur de manquer de pétrole qui accélère la demande. À l'heure actuelle, les réservoirs sont pleins pour 3 mois. Par ailleurs, il y a d'autres producteurs sur le Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats et même l'Iran, qui est, ne l'oublions pas, le 4e producteur mondial. Mais pour des raisons de précaution, le prix du baril va augmenter. Aujourd'hui, il était à plus de 27 $ à Londres et à New York. Conséquence pour l'Occident, cette augmentation pèsera plus ou moins sur les prix de revient des entreprises. Une augmentation du brut de l'ordre de 15% entraînerait une légère hausse des prix et l'effet sur la croissance serait faible. Par contre, une augmentation plus forte, par exemple de 25% avec un baril au-dessus de 23 $, entraînerait cette fois un recul sensible de la production industrielle et donc du chômage en plus. Enfin, pour lutter contre la reprise de l'inflation, les États seront sans doute amenés à relever les taux d'intérêt précisément au moment où boursiers et industriels attendaient la baisse pour investir et ainsi relancer la croissance. Bref, l'embargo armé économique contre l'Irak pourrait se retourner, du moins dans un premier temps, contre les pays qui en sont les auteurs. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le dossier irako-koweïtien. D'autres développements, bien sûr, dans Soir 3, c'est à 22 h. L'actualité à l'étranger, c'est aussi le Pakistan où le Parlement a été dissous cet après-midi en toute hâte. Benazir Bhutto a été démise de ses fonctions. Les immeubles de la télévision et de la radio seraient occupés ce soir par des militaires et plusieurs membres du gouvernement auraient été emprisonnés. Huguette. Dissolution du Parlement, nomination d'un Premier ministre intérimaire connu pour son opposition farouche à Benazir Bhutto, législative anticipée le 24 octobre prochain, la décision prise aujourd'hui par le chef de l'État, Gholam Ishaq Khan, a fait l'effet d'une bombe. En fait, ce n'est que l'aboutissement d'une crise qui couvait depuis la nomination de Benazir Bhutto le 1er décembre 88. La seule femme qui ait jamais dirigé un État islamique n'aura ainsi tenu les rênes du Pakistan que durant 19 petits mois. Dès l'annonce de sa destitution, Benazir Bhutto a réagi très vigoureusement. Pour elle, la décision du président est illégale et inconstitutionnelle.
Plus grave, l'armée serait entrée en scène. Les militaires auraient pris le contrôle de la télévision et des communications téléphoniques. Elle aurait même arrêté plusieurs membres du gouvernement. Si cette intervention militaire se confirmait, elle ne pourrait que rappeler de douloureux souvenirs à la jeune femme. Son père, Ali Bhutto, n'avait-il pas été renversé puis pendu après un coup d'état militaire? C'était en 1977. L'actualité en France maintenant avec un tragique fait divers. Le petit Rachid retrouvé mort hier à Échirolles a été violé et asphyxié par son agresseur. C'est le rapport d'autopsie qui le révèle ce soir. La police recherche un suspect, un marginal de 20 à 30 ans, assez corpulent. De Grenoble, Yvan Avril. Violé, étranglé, l'autopsie pratiquée aujourd'hui sur le corps de Rachid Bouzian a levé tous les doutes sur l'aspect sexuel du meurtre. Malgré la putréfaction très avancée du cadavre par la canicule, les médecins légistes penchent pour la strangulation. Aucune trace de coup n'est visible, aucune plaie ni fracture. L'heure du crime n'est pas estimable. Élément nouveau dans l'affaire, selon l'AFP, le SRPJ de Lyon serait sur les traces d'un jeune homme blond qui traînait dans le quartier depuis plusieurs jours. Selon d'autres sources, le portrait robot du suspect pourrait être dressé et diffusé dès demain grâce au témoignage d'une voisine. Elle aurait fourni un drap au jeune homme blond qui prétextait un accident. C'est dans ce drap que l'on aurait retrouvé le corps sans vie de Rachid. Avec cette affaire ressurgit aussi la crainte des parents dans la région grenobloise. 6 mystères demeurent concernant des enfants. Seule corrélation entre ces affaires, l'absence d'inculpés ou même de suspects. Ce ne sera peut-être pas le cas longtemps pour le meurtre de Rachid, grâce au portrait robot, s'il existe. À Marseille, l'incendie du cargo Saint-Clair ne sera certainement pas éteint ce soir. Le feu continue en effet de ravager le bateau. Les marins-pompiers ont pourtant réussi à pénétrer à l'intérieur de la carcasse du navire. Ils vont donc pouvoir attaquer directement le foyer de l'incendie. Et tout danger est maintenant écarté. Reportage FR3 Marseille, Daniel Jamet. C'est bientôt la fin de l'agonie du Saint-Clair. En fin d'après-midi, les marins-pompiers ont pu remonter à bord et traiter l'incendie de l'intérieur. Ce soir, on respire. Tout danger semble écarté de voir le Saint-Clair chavirer, puis couler, au risque de bloquer tout ou partie du port. Ce changement de situation est dû à une judicieuse installation d'aspirateurs d'eau mise au point ce matin. Elle a permis de redresser le bâtiment qui gîtait dangereusement. Les sapeurs-pompiers se donnent ce soir encore 24 heures pour venir définitivement à bout du sinistre. Restera alors à déterminer son origine qui reste pour l'heure inconnue. Les premières déductions raisonnables sont à attendre dès que les pompiers auront pu atteindre le foyer principal, sans doute cette nuit ou demain matin. Politique, le ciel se dégage pour Pierre Joxe en Corse. Au lendemain des journées nationalistes de Corté, on avait déjà assisté à une amorce de dialogue autour de son projet de modification du statut de l'île. Mais on le sait depuis hier soir, l'ex-FLNC n'a pas l'intention de troubler ce consensus naissant, ni de reprendre la lutte armée. Albert Ripamonti. Peu de réactions aujourd'hui en Corse. La tradition veut qu'on ne réagisse pas aux déclarations d'une organisation clandestine qui plus est dissoute. Sauf bien sûr du côté des principaux intéressés. Hier, le FLNC visait nommément ce qu'il appelle les clans. Obstacle selon lui à la construction d'une société nouvelle. En Haute-Corse, le clan s'assimilerait au MRG. Le FLNC continue à être en dehors du débat démocratique, qui est celui dans lequel nous entendons nous placer et rester. Outre ce rejet catégorique des nationalistes, les clans partagent la même volonté de bloquer tout changement du statut de l'île, quoique l'autre cacique de la politique insulaire, le RPR Jean-Paul de Roccassera, se soit montré récemment plus réservé. Ce projet de réforme Pierre Joxe consisterait à élire une assemblée au scrutin régional, d'où sortirait une sorte de gouvernement local au pouvoir étendu, surtout en matière économique. S'il cristallise des répulsions, le projet Joxe a reçu des soutiens, celui des socialistes, des autonomistes, d'une partie du PC, du député UDF d'Ajaccio et même de certains responsables du RPR. Hier, en réaffirmant son intention de poursuivre la trêve, le FLNC a choisi d'adopter une position neutraliste. Dès lors, le dialogue pourrait s'amorcer et qui sait, un consensus se dessiner. En tout cas, hier, à Corté, une hypothèque de taille a été levée, du moins pour l'instant.
Le TGV Méditerranée, le conflit à nouveau sur les rails. Michel Delbar, le ministre des Transports, ne veut pas céder à la pression. Il poursuivra ses consultations comme prévu et ne recevra le président du conseil régional Jean-Claude Gaudin que le 28 août. De leur côté, les opposants sont prêts à tout pour éviter que le TGV ne traverse leur Provence. Cet après-midi, à Château-Renard, les maires de 34 communes concernées ont tenu un conseil de guerre. Ils menacent de démissionner. Gérard Pinson. La SNCF en a crayonné des tracés possibles pour en arriver à celui que Michel Delbar présentait jeudi comme préférable. Pas du tout, monsieur le ministre, ont réaffirmé tout à l'heure à Château-Renard les 34 maires des Bouches-du-Rhône qui, collectivement, clament de plus en plus fort qu'ils ne veulent d'aucun tracé, que le TGV doit utiliser les voies existantes. On se demande à quoi sert la commission des sages, soi-disant indépendante, qui devrait entendre les associations, étudier le dossier à fond, revoir Pas du tout. On a pratiquement le tracé de référence modifié du 28 mars 1990. En somme, le gouvernement n'a rien écouté. Vous avez l'impression d'être floué? Complètement. Floué au point que les 34 maires du nord des Bouches-du-Rhône menacent ce soir de démissionner collectivement si Michel Rocard ne les reçoit pas très rapidement. Pour les opposants au TGV Méditerranée, il n'est plus question de dialoguer avec M. Delbar. Le ministre des Transports a trahi leur confiance. Et en ce moment même, derrière ces élus en colère, plusieurs centaines de Provençaux se rassemblent à Château-Renard. Pour eux, une voie TGV creusée à travers leur pays est inacceptable. Et dans la nuit, c'est sans doute une nouvelle fois en bloquant les voies ferrées qu'ils essaieront de le faire comprendre aux décideurs parisiens. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France, grâce aux images de nos stations régionales. Commentaire Jean-François Gringoire. Une quarantaine de policiers ont repris les recherches vers 17 h autour du lac de Créteil, à la recherche d'indices après la disparition hier après-midi, ici même, de Elias, 4 ans. Après avoir exploré le lac, les sauveteurs ont exclu que le petit garçon ait pu se noyer. Les enquêteurs ont ensuite pensé à un différend familial, mais la reprise des recherches, qui n'ont rien donné pour l'instant, accrédite la thèse de l'enlèvement. Pèlerinage et navigation pour les équipages de ces 5 voiliers baptisés Esprit de Liberté. Destination la Pologne, où le 15 août, les marins se joindront aux milliers de pèlerins de Chestorowa pour célébrer la Vierge Noire. Ces pèlerins de l'Europe emmènent dans leur cale médicaments et matériel d'imprimerie. La mésaventure d'Alexandru Kazaku, routier roumain coincé depuis début juillet sur une aire de repos près de Narbonne. Samedi, après 29 jours d'immobilisation, son collègue Dimitru Stepeanu arrive enfin avec une pièce de rechange pour le camion en panne. Pas de chance, ce n'est pas la bonne. Maintenant, ils sont tous deux coincés sur place, sans argent ni nouvelles de Bucarest, où l'on a bien d'autres soucis que le Roman de Narbonne. Du schlitage effectué par un schlitter sur sa schlitt, preuve que le folklore vosgien est en pleine forme. Sur une piste de 400 mètres, il s'agit de descendre un sacré paquet de bûches sans en ramasser une. C'est traditionnel mais risqué, un faux pas et le schlitter finit écrasé sous sa schlitt. Mais, nous a-t-on dit, chez les pros, les accidents sont rarissimes. L'eau a parfois des caprices incompréhensibles. En pleine canicule, au cœur de l'été, de la sécheresse, une source miraculeuse inonde tout le sous-sol d'une maison. En tout, 7 mètres cubes d'eau potable s'écoulent ainsi par jour. En plein centre de Lons-le-Saunier, dans le Jura, les propriétaires font face à cette calamité, les pieds dans l'eau. Reportage FR3 Besançon, Marianne Buisson. 20 litres d'eau toutes les 4 minutes. Ce vide-cave n'avait jamais autant fonctionné, pas banal en pleine période de sécheresse. Et ça dure depuis 3 semaines. Le 15 juillet, Monsieur Louis constate un suintement dans sa cave. Il pense à une fuite de canalisation. Eh bien non, après vérification du service des eaux, tout baigne. Le service des eaux procède aux vérifications de ce qui le concerne, c'est-à-dire la distribution, les conduites d'eau potable qui se trouvent dans les rues, les branchements des maisons. À partir de là... c'est tout ce qu'on peut faire au niveau du service des eaux. Voilà un service des eaux où l'on ne se mouille pas. Il n'y a pas de fuite, il pourrait donc s'agir d'une source. Oui, je pense que le niveau d'eau atteindrait le strait qui est contre le mur sans l'installation du vide-cave. Eh bien là, je commence mes vacances aujourd'hui. On pensait un peu partir, oui. Tant qu'il n'y aura pas de solution, on ne peut pas, non. On ne peut pas laisser la maison comme ça. Si le vide-cave lâche, on ne sait pas dans quel état on retrouvera la maison. En attendant, l'eau continue à s'écouler tranquillement, 7 mètres cubes par jour. Source souterraine ou canalisation défectueuse, la petite pompe continue à faire son travail, mais pour combien de temps ?
Le sport maintenant avec une superbe victoire de l'équitation française à Stockholm. 2 médailles d'or et une médaille de bronze couronnées par un final splendide réalisé par le cavalier bas-normand Éric Navet qui est reparti avec la médaille d'or des championnats du monde de saut en individuel, de saut d'obstacle pardon en individuel. Éric Navet me trouble, il est l'invité du 19-20 ce soir. Mais tout de suite flashback avec le retour à Paris de l'équipe prodige. C'était ce matin à Roissy. Caroline Sill. L'avion tant attendu se pose enfin ce matin sur l'aéroport de Beauvais. À l'intérieur, les stars se préparent à fouler la terre ferme. Ces vedettes ont pour nom Quito de Bossy, Morgat, Japlou et Norton de Ruiz. Heureuses, mais elles en ont plein les pattes. Presque au même moment, d'autres stars arrivaient à Roissy. 4 cavaliers et un entraîneur couverts d'or, acclamés comme il se doit. C'était une émotion fantastique tout le long de la semaine. La médaille par équipe, c'était extraordinaire parce que vraiment on a eu une équipe qui s'est soudée. Moi j'ai fait beaucoup de Coupes des Nations et pas mal de championnats. C'était vraiment la plus belle médaille que j'ai jamais faite de ma vie. Et votre cheval, il va bien là? Ah, fantastique. Alors lui, je lui tiens un grand coup de chapeau parce qu'il a fait un championnat du monde extraordinaire. Joie des uns, plus mitigée pour d'autres. Je ne peux pas cacher qu'il y a une certaine déception sur le plan individuel, mais qui aujourd'hui, Dieu merci, s'estompe de par la joie collective que l'on vit, nous en tout cas à Stockholm, depuis plusieurs jours. On a fait 2 records. Le premier, c'est un record au niveau du nombre de médailles dans un championnat du monde. C'est un record mondial, donc nous sommes dans le livre des records. Et le deuxième, c'est un record tout à fait personnel, puisque je crois que je suis le seul entraîneur à cumuler en tant que cavalier une médaille d'or et en tant qu'entraîneur une médaille d'or. Donc je suis un homme sur un petit nuage. Prochain objectif, les Jeux Olympiques de Barcelone dans 2 ans. Alors Éric Navet, vous êtes double champion du monde ce soir. Qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir, le titre individuel ou le titre par équipe? C'est un peu difficile de faire un choix entre les 2 médailles, entre les 2 titres. Disons que je pense que la médaille d'or par équipe m'a certainement motivé, encouragé pour le titre individuel. On a eu une performance extraordinaire, je crois, qui est due à l'esprit d'équipe qui a régné de par l'action et l'immense travail qu'a pu faire Patrick Caron, notre entraîneur national. Et ça a été formidable. Et je pense que la médaille d'or par équipe m'a survolté pour l'individuel. D'accord. Et en fait, la médaille d'or individuelle, après, ça a été le couronnement. Oui, tout à fait, tout à fait. On vous a vu lever le poing sur les images tellement vous étiez heureux. Oui, je pense qu'au moment où j'ai passé la ligne d'arrivée avec Morga, le cheval d'Hubert Bourdi, qui a été exceptionnel, qui a été très très bon tout au long de cette finale tournante, j'ai aussitôt, je me suis évidemment extériorisé puisque j'ai aussitôt réalisé que j'étais le nouveau champion du monde à ce moment-là. Alors vous l'avez dit, c'était une finale tournante, vous avez monté 4 chevaux différents. Quelle tactique avez-vous adoptée pour être aussi à l'aise sur ces 4 chevaux? Effectivement, j'étais assez à l'aise, mais je pense que c'est dû au fait que tout au long de ma carrière, j'ai monté énormément de chevaux, un très grand nombre de chevaux, tous différents, avec plus ou moins d'expérience, puisque j'ai la chance d'être issu d'un milieu d'éleveurs. Dans la famille, nous sommes éleveurs de père en fils depuis plusieurs générations. Et de par ce fait-là, j'ai eu l'occasion de monter énormément de jeunes chevaux différents, et ça m'a donné beaucoup d'expérience. Et le fait de savoir m'adapter sur des chevaux que je ne connaissais pas. Et hier, je me suis servi de ça. Et vous le dites ce soir, c'est aussi en fait une grande victoire pour l'élevage français. Absolument, une grande victoire pour l'élevage français, parce qu'il ne faut pas oublier que l'élevage français nous est envié dans le monde entier. Et je pense que ça ne va que renforcer cette impression. Alors, votre cheval courait pour la première fois dans une grande compétition. Quito de Bossy, il vous a étonné? Oui, Malzahn Quito de Bossy a été extraordinaire parce qu'il s'agit de sa première année de compétition internationale. Et la même année, entrer dans la compétition internationale et être champion du monde, je crois que c'est du jamais vu. C'est lui qu'on voit sur ces images? Oui, voilà. Alors là, non, maintenant je suis sur Morga, et cela, voilà, maintenant c'est la victoire, c'était le 4e parcours. Alors, c'est là que j'ai réalisé. Voilà. Et il y avait une ambiance exceptionnelle sur le stade. Et vous savez, après je sais même pas combien de temps la finale a duré, mais après 1 heure et demie ou 2 heures de tension, on se laisse aller, quoi. Bon, alors ça c'est pour la joie. L'avenir maintenant, les Jeux Olympiques de Barcelone? Oui, je pense que, mais avant, vous savez, il y a chaque année dans notre sport une échéance importante au niveau international. L'année prochaine, c'est l'échéance des championnats d'Europe. Et je pense qu'il faut penser aux championnats d'Europe avant de penser aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et c'est le prochain objectif. D'accord, vous restez très modeste en fait. Oui, je pense que maintenant, je vais avoir à justifier mon titre.
Et ça va peut-être pas être chose facile, mais c'est mon principal objectif. C'est-à-dire je veux absolument justifier et dire que c'était pas un hasard, c'était pas un jour de chance, c'était pas un jour avec, mais c'était mérité. Éric Tavet, encore bravo et merci d'être là ce soir sur la 3. Toutes les compétitions ont en effet été retransmises ce week-end sur FR3. Du sport toujours avec de la voile et la course du Figaro. L'arrivée triomphale pour Laurent Cordel ce matin à La Rochelle. Au terme de la 4e et dernière étape de la course en solitaire du Figaro. À 43 ans, Laurent Cordel s'impose dans sa ville après une course très relevée qui lui aura demandé 60 heures d'effort à la barre entre l'Irlande et La Rochelle. Il l'a gagné de quelques minutes. Voilà, fin de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 22 h, soir 3, présenté par Memona Interman. Avant cela, les programmes sur la 3. La classe à 20 h, bien sûr, présenté par Fabrice à 20 h 35. Un western avec James Garner dans le rôle principal. Ensuite, à 22 h 30, Océanique qui s'est intéressé à la profession d'artiste de variété. Tout de suite, la météo complète de Fabienne Amiac. À demain 19 h. Bonsoir.